Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore très bonne année à vous et tous mes vœux pour 2024. Si cette vidéo existe, c'est à cause de George R. Martin. Et on sait maintenant pourquoi le père de Game of Thrones et du lore d'Elden Ring n'en finit pas de finir son avant-dernier bouquin. Il mate des séries animées sur Netflix, et notamment celle-là, Blue Eye Samurai, dont il a fait une promotion dithyrambique sur son blog le 31 décembre dernier, largement relayée depuis sur tous ses réseaux sociaux. Et je l'en remercie, car il est intervenu à un moment clé de mon existence. Je me demandais si j'allais me désabonner ou pas après des mois sans rien y trouver à regarder. Oh, à part Rebel Moon, à savoir le dernier clou dans le cercueil. Les points forts, selon lui. La plus belle direction artistique qui lui ait été donnée de voir. Rien que ça. Une histoire passionnante, de haut niveau, des personnages particulièrement bien écrits et développés, de la violence et un peu de chair, faible, comme à la maison. D'accord, pourquoi pas. J'ai donc suivi les conseils du grand George et binge-watché comme lui les 8 épisodes. Review garantie sans spoiler du scénario lui-même, hors de la situation initiale du premier épisode. Ça veut dire qu'il y en aura quand même un petit peu, mais pas trop. Blue Eye Samurai est une série d'animation américaine à réserver impérativement aux adultes, écrite et créée par un couple, Michael Green et Amber Noizumi. Michael Green est connu pour ses scénarios sur des œuvres de grand renom, comme Green Lantern, Alien Covenant et Blade Runner 2049, autant vous dire que je ne tiens pas ces films en haute estime et que je ne me serais jamais intéressé à cette série sur son seul nom. Jen Woo, connu pour son travail sur Thor Ragnarok, Les Gardiens de la Galaxie et le live-action de Mulan, produit et réalise certains épisodes. La série, il faut le noter, est animée en 2D et 3D par un studio français appelé Blue Spirit. L'histoire paraît, à première vue, assez classique et simple. Au XVIIe siècle au Japon, Mizu, une jeune métisse aux yeux bleus et donc rejetée et traquée depuis l'enfance, devenue adepte du Kenjutsu, l'art du sabre des samouraïs, part à la recherche de 4 occidentaux dont elle souhaite se venger et qui séjournent illégalement dans le pays après la fermeture des frontières décidée par le shogunat Tokugawa et dont l'un des 4 serait son père. Sur cette trame classique du roman d'apprentissage, du conflit, du devoir et de l'amour, de la quête interdite d'une identité abîmée, de l'acceptation de soi, de l'émancipation de la femme japonaise et de sa place dans la société, féminité que Mizu doit cacher sous une identité masculine pour survivre. Et enfin, de vengeance, bref, sur tous ces thèmes centraux, vont venir se greffer de nombreux personnages, rebondissements crédibles et moult surprises, jamais forcées. D'abord centré sur son héroïne principale, le récit va prendre de l'ampleur et évoluer vers le drame historique romanesque dont la fougue et l'originalité vont nous emporter en 8 épisodes habilement ficelés, tous dotés de leur style narratif propre et qui passent plus vite qu'un rêve. Une claque. Les créateurs prévoient logiquement 3 ou 4 saisons. On sait que la série, sortie en novembre, a été renouvelée pour une saison 2 dès le mois suivant. Je croise les doigts. Pour les références et influences évidentes, il y a déjà celles revendiquées par les auteurs eux-mêmes. Le célèbre sabreur Zatoichi, ce masseur aveugle itinérant, apparaissant dans plusieurs films et séries des années 60 aux années 80. Figure mythique du Chambara, ce sous-genre spectaculaire et sanglant. Ainsi que les films de samouraïs classiques, parmi lesquels ceux de Kurosawa, à commencer par les 7 samouraïs, mais aussi La forteresse cachée. Pour l'intrigue, l'œuvre de Kurosawa est à l'origine, il faut bien le dire, de l'imagerie traditionnelle du Japon féodal avant et pendant l'ère Edo, telle qu'elle est perçue par l'Occident. Imagerie également popularisée par la série Shogun en 1980 avec Richard Chamberlain et Toshiro Mifune, adapté du best-seller de James Clavell de 1975. Ce regard soi-disant occidentalisé sera paradoxalement parfois reproché à Kurosawa, de même que bien plus tard à un autre grand maître du cinéma japonais, Takeshi Kitano, qui tournera
et sera son propre Zatoichi en 2003. Dans Blue Eye Samurai, c'est le forgeron qui recueille la petite fille qui est aveugle. Mizu, elle, porte des lunettes teintées en raison de la nécessité impérieuse de dissimuler au maximum la couleur de ses yeux, perçue comme monstrueuse par une population encore très superstitieuse dont la croyance en la présence d'esprits et de démons dans le monde réel fait partie inhérente de la culture ancestrale. Autre influence revendiquée apparaissant à l'écran dans Blue Eye Samurai, le bunraku, théâtre de marionnettes de grande taille, originaire de la région d'Osaka, datant justement de la même période, à savoir le XVIIe siècle. Au cœur de ce même épisode central, l'histoire de l'animé est narrée par un récitant qui chante tous les rôles, accompagné d'un joueur de shamisen, pendant que l'action se déroule par une alternance remarquable et symétrique de flashbacks et de l'instant présent. Les marionnettistes sont visibles du public et utilisent des gestuelles particulières, selon l'émotion recherchée, exactement comme dans le bunraku traditionnel. On rejoint ici à nouveau la boucle Kitano, ce dernier usa du même procédé dans son film Dolls de 2002. S'agissant de l'histoire de la vengeance d'une femme maniant le sabre, et particulièrement d'une enfant manipulée et maltraitée, risquant la mort si son secret était éventé, on pense aussi naturellement à Kill Bill de Quentin Tarantino et au personnage de la mariée interprétée par Uma Thurman, figure essentielle de ce fameux épisode central de la série, mais également, et peut-être plus encore, celui de son double négatif, Oren Ishii, interprété par Lucy Liu, et le fameux costume blanc de l'affrontement final, présent dans le même épisode. Surtout en repensant à la section en animé du film, à la jeunesse du personnage et son désir de vengeance né dans les drames de son enfance. Côté musique et bande originale, efficace, mais qui ne marque guère la mémoire pour le moment, on retrouve d'ailleurs le célèbre thème Battle Without Honor or Humanity, composé en 2000 par Tomoyasu Otei, puis repris dans Kill Bill, dont c'est devenu le morceau sans doute le plus connu et le plus réutilisé dans le monde. Pendant qu'on y est, les voix du doublage sont convaincantes. On retrouve quelques têtes bien connues, comme Kenneth Branagh, Georges Monsieur Sulu Takei et Marc Dacascos. Si l'on parle Edo, trio, sabreur et vengeance, on pense forcément à l'un des animés les plus fous jamais produits, à savoir l'incroyable Samurai Champloo de Shinichiro Watanabe en 2004, lui qui a également commis Cowboy Bebop précédemment. Et je crois reconnaître certains parallèles avec Blue Eye Samurai, dont la peinture au vitriol de l'hypocrisie d'une société de débauche et de luxure dans laquelle la femme n'est qu'une marchandise. Il n'est cependant pas ici question de musique urbaine, d'anachronisme ou même d'humour absurde. On reste globalement, sauf exception ciblée, dans un ton sérieux et même grave. Seul Ringo, le jovial cuisinier sans main, semble assumer l'élément comique traditionnel, mais l'évolution de son personnage, au-delà de ce rôle simpliste, est fascinante, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les autres acteurs de ce drame. La relation de rivalité et de bromance entre Mizu et Taigen ressemble assez à celle entre Jin et Mugen. Mizu elle-même est sans conteste physiquement et mentalement un Jin au féminin. Plus anecdotique, un petit clin d'œil rapide à Naruto, et plus précisément à une célèbre technique d'entraînement de Rock Lee que les fans de son combat contre Gaara reconnaîtront aisément. Pour en finir avec les références, que j'y ai vues, ou parfois projetées, après un seul visionnage, une plus personnelle mais justifiée, je pense. Il y a un peu d'été meurtrier dans le scénario, oui, le film avec Isabelle Adjani et Alain Pimpon-Souchon, dans son meilleur rôle, dans les motivations initiales et la méthodologie de la vengeance de Mizu. Cependant, certaines révélations ultimes viendront tout remettre en question et ouvrent un champ bien plus large de tous les possibles dans les prochaines saisons. Pour terminer, mon verdict sur la réalisation et la direction artistique est sans appel. Le style visuel global que les auteurs voulaient comme une peinture vivante fait forte impression sans être une révolution totale. Les moyens semblent équitablement répartis entre tous les épisodes, la qualité reste donc constante et c'est bien appréciable. Ce n'est pas toujours le cas.
Les décors et environnements sont magnifiques et certains même sublimes, avec une gestion de la lumière naturelle remarquable et rarement vue qui fait toute la différence. La mise en scène des combats, particulièrement inventive dans sa diversité, profite d'une animation spectaculaire au cordeau et de l'effet wow à de multiples reprises. L'action est très présente et certaines scènes deviendront probablement les nouvelles références du genre. Ma seule réserve portait au départ sur les visages de certains personnages qui font très Disney, période Mulan justement, amusant compte tenu du fait que Jen Wu a travaillé sur le live-action de Mulan et s'est donc très probablement réinspiré de sa version Disney. Mais en fait, je m'y suis très vite habitué, car cela crée un contraste fort pour caractériser les personnages en fonction de leur rang et de leur psychologie. On est à nouveau proche en cela des formes théâtrales japonaises traditionnelles. Je vous préviens, commencer, c'est ne plus décrocher. Mensonges, vengeance, honneur et pouvoir, intrigue, liberté et trahison. George Martin y a retrouvé un peu de lui, et il a raison. Ça m'emmerde de l'avouer, mais moi aussi, j'ai très hâte de découvrir la suite de l'histoire de Mizu, pleine de questions sans réponse, dont bien des images continueront longtemps à nourrir mon imaginaire.